Salam alaikum. Alors aujourd'hui, on va faire des exercices de TD qui vont montrer l'utilisation de théorème de décomposition des noyaux. Alors je rappelle que dans l'autre séance, dans l'autre vidéo, d'accord, ou dans le cours, nous avions donné une preuve naturelle au théorème de décomposition des noyaux. C'est-à-dire, on a démontré deux versions, d'accord. Ça c'est la première version, d'accord. On se donne une famille de polynômes qui sont premiers entre 2 et 2. Et on suppose que le produit est un polynôme annulateur de f. Alors, que se passe-t-il? Alors, le référentiel E, c'est ker de P1 de f direct plus ker de P2 de f. Voilà. Donc, c'est une formule que tu regardes ici et tu prends le ker. Voilà, c'est une formule qui est logarithmique. Ça. Donc, c'est la première version qui est utile. D'accord. Alors, comme application, d'accord, exercice facile, je prends t, pour simplifier, je prends t égale à ça, d'accord. Montrer que Rn est la somme directe de ça plus ça. Autrement dit, montrer que les deux espaces qui sont ici, ils sont supplémentaires. D'accord? Dans le TD, chaque étudiant, il a sa méthode. D'accord? Donc, tu n'es pas obligé de me suivre à la lettre. Donc, tu peux proposer une méthode plus personnelle. D'accord? Mon but, c'est autant de parler sur le théorème de décomposition de noyaux que de rentrer dans des petits détails. Voilà. Alors, comment on applique le théorème de décomposition des noyaux? Je regarde la question. Donc, dans la question, d'après la question, regardez. D'après la question, je mets double parenthèse, j'ai Rn, le référentiel, est égal à ker de P1 de T, plus somme directe de ker de P2 de T. Ça, c'est la question. Voilà. Donc, question, devinette, qu'est-ce que c'est P1 de T, qu'est-ce que c'est P2 de T? P1 de T, c'est T moins IN. P2 de T, c'est Tn moins 1 plus Tn moins 2 plus T au carré plus T plus IN. Donc, il est naturel de choisir, d'après la question, regardez, d'après la question, regardez, il est naturel de choisir P1 de X, c'est X moins 1, et P2 de X, c'est Xn moins 1, plus xn moins 2, etc., plus x au carré, plus x, plus 1. Voilà, d'après la question. Maintenant, j'essaie de me placer dans les conditions d'application du théorème de décomposition des noyaux. Regardez. Voilà. Comment je résous le problème? Je regarde la question, et de la question, je tire la solution. Voilà. Il est naturel de choisir P1 de x égale à ça, P de x. Maintenant, je vérifie les conditions d'application de théorème de décomposition des noyaux. Les PI, ici, combien petit m il vaut? Il vaut 2. Regardez. P1 et P2 de x, P1 et P2, ils sont premiers entre eux. C'est évident, parce que P2 de 1 est différent de 0, par exemple. Donc, P1 et P2 sont premiers. Voilà. Quelle est la vérification qui reste? La vérification qui reste, d'accord? Il faut que P1 fois P2, ce polynôme P1 fois P2, soit un polynôme annulateur de la matrice T. Donc, je la vérifie. Alors, je procède de la manière très naturelle, je ne réfléchis pas. Voilà. Donc, je calcule P1 fois P2 fois appliquer la matrice T. Voilà. Donc, ça, c'est égal à quoi? C'est égal à P1 de T fois P2 de T, voilà, et je remplace. Voilà, P1 de T, c'est quoi P1 de T? Ça, c'est P1 de X. Donc, P1 de T, il vaut combien? P1 de T, et en face de mes yeux, c'est T moins IN. P2 de T. Regarde, ça, c'est P2 de X, je remplace X par T. Donc, c'est une application immédiate du théorème de décomposition des noyaux. Voilà. Donc ça, donc quand je fais le produit, ça donne quoi? Quand je fais le produit, T moins IN, facteur de Tn moins 1 jusqu'à T IN, identité remarquable élémentaire, d'accord, dans les zones, etc., il faut le connaître par cœur, d'accord, c'est telle puissance n moins IN. Voilà. Et d'après les conditions d'application du théorème de décomposition de noyaux, il faut que le produit soit polynôme annulateur de la matrice T. D'accord? J'ai dit 1000 fois, matrice et endomorphisme, c'est la même chose. C'est-à-dire, dans cet énoncé, tu peux changer F par A.
je peux changer dans cet énoncé F par A. Tout ce qui est vrai pour matrice, c'est vrai pour endomorphisme. Il suffit de regarder ton cours, d'accord? Donc, nous, avec la routine, je mets F. Je ne vais pas à chaque fois faire A, F, d'accord, voilà. Donc, ça vaut ça. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Qu'est-ce que je souhaite? Il faut que ça soit égal à 0. Voilà. Mais ça, on la connaît, ça. Ça, c'est une matrice compagnon. Ça, c'est une matrice compagnon qui est remarquable, qu'on a utilisée plusieurs fois, d'accord? Qu'est-ce que c'est son polynôme caractéristique? C'est x à la puissance n-1. Et d'après Cayley Hamilton, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai d'après Cayley? Qui de t est égal à la matrice nulle. Mais qu'est-ce que c'est qui de t? C'est exactement Tn moins In. Donc ma condition est vérifiée. Donc je peux appliquer le théorème de décomposition des noyaux, d'accord, pour m égale à 2. Donc j'ai la formule logarithmique. Qu'est-ce que j'ai? D'après le théorème de décomposition des noyaux, qu'est-ce que j'ai? J'ai le référentiel, donc le référentiel ici c'est Rn, et la somme directe de ker de t moins In plus le ker de t à la puissance n-1, t à la puissance n-2, etc., plus t plus In. Ce qui répond à la question. Voilà. Donc, il s'agit de sous-espaces supplémentaires. Donc, c'est un outil qui est très puissant. Ici, pour simplifier, j'ai choisi des matrices faciles, etc., mais je peux changer l'exercice. Ce n'est pas facile de montrer que deux sous-espaces sont supplémentaires. D'accord? Donc, ici, en un seul mot, tu montres que les deux sous-espaces, ils sont supplémentaires. Alors, on va continuer, exercice 2. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'exercice 2? Exercice 2. Alors, je choisis pour simplifier A une matrice d'ordre 3. Qui vérifie quoi? Qui vérifie A au cube moins A au carré plus A et la matrice nulle. Voilà. Déterminer le polynôme caractéristique de A. Deuxième question. On pose A est égal à la matrice de F dans la base canonique de R au cube. D'accord? Donc F, ça s'appelle l'endomorphisme canoniquement associé à A. Donc F, ici, regardez. F, il va de R au cube. Donc R au cube, qui est grand X associé à X. Voilà. Ça, c'est une remarque pour quelqu'un qui dort. Voilà. Pour quelqu'un qui dort, remarque. Qu'est-ce que c'est endomorphisme canoniquement associé? Alors, justifier la relation. Le référentiel R au cube, regardez, c'est toujours la même chanson. C'est égal à ker de F, ker de F au carré, moins F, plus l'identité de R au cube. Donc on est en S3, c'est évident qu'il faut utiliser le théorème de décomposition des noyaux, d'accord? C'est évident, d'après ça. Deuxième chose, c'est-à-dire application. Donc ici, j'ai choisi A comme ça, d'accord? Montrer que la matrice A, donc je termine ici, montrer que la matrice A est semblable
à la matrice qui est égale à ça. Voilà. Donc, je lis l'exercice. Voilà. Soit A, une matrice à coefficient réel. Il faut toujours prendre le temps de lire l'exercice. Ce n'est pas la peine de dire je vais gagner 2 minutes. Qu'est-ce que tu vas gagner 2 minutes? Il n'y a pas à gagner. Soit A, une matrice qui a un coefficient réel. Et je retiens même les hypothèses. Qui vérifie cette identité, cette relation polynomiale. D'accord? Comme remarque hors sujet, il existe toujours des matrices qui vérifient une relation polynomiale. Donc ça existe de telles matrices. Voilà. C'est égal à ça. Déterminer les polynômes caractéristiques de ça. Donc, solution. Donc, qu'est-ce qu'il dit notre hypothèse? Notre hypothèse, on peut la formuler avec le langage de polynôme annulateur. Regardez, je change le langage, d'accord? Posons P de x. Donc, je change de langage. De sorte que P de A est égal à la matrice nulle. Donc, notre hypothèse qui est là, qu'est-ce qu'il dit tout simplement? Il dit que la matrice A, d'accord, est racine de polynôme P. C'est-à-dire le polynôme P est un polynôme annulateur, ce polynôme-là, et les polynômes annulateurs de quoi? De la matrice A. Voilà. Je veux déterminer le polynôme caractéristique. Le polynôme caractéristique, combien sont de degrés? C'est 3. D'accord. Donc, pour le déterminer, j'ai ici aucune information. Regardez, aucune information. La méthode vectorielle ne marche pas. Donc, en S3, soit tu as la méthode vectorielle, d'accord, soit tu as la méthode polynomiale. Donc, chaque fois que tu n'as pas de système, tu n'as pas les vecteurs, ça, tu es obligé d'aller à la méthode polynomiale. Qu'est-ce qu'il dit la méthode polynomiale? Pour déterminer le polynôme caractéristique, d'accord, il suffit de déterminer ses racines dans C. Et je sais que dans C, d'après D'Alembert, il possède lambda 1, lambda 2, lambda 3 des nombres complexes, des racines complexes, et éventuellement lambda 1 égale lambda 2, ça, c'est pas un problème. Donc, qu'est-ce que je fais? Il faut que je détermine les racines de ça. Mais on a vu dans le cours, il faut le connaître par cœur, les racines de ça, c'est quoi? Ce sont les valeurs propres de A. Et j'ai dit, chaque fois qu'on se donne un polynôme annulateur, que se passe-t-il? Où se trouvent les valeurs propres? Ils se trouvent dans les racines de ce polynôme annulateur. Donc, d'après le cours, c'est un résultat qu'on a vu plusieurs fois. Spectre de C de A est inclus dans les racines sur C du polynôme P de x. Et qu'est-ce que c'est les racines de celui-là, d'accord? C'est le lycée, d'accord? C'est le baccalauréat, c'est 0, moins J et moins J bar. Qu'est-ce que c'est J? C'est moins n demi plus I, racine de 3 sur 2. Donc, j'ai su bien localiser les racines, j'ai su localiser les valeurs propres éventuelles, 0, moins J bar. D'accord? Question, est-ce qu'on peut avoir spectre de C sur A est égal à 0? Question, est-ce qu'on peut avoir spectre de C de A est égal à 0? On ne peut pas avoir ça. Pourquoi? Car d'après Cayley, ça, on ne peut avoir ça, d'accord? Car d'après Cayley Hamilton, qu'est-ce que j'aurai? Donc ça est toujours différent de 0, regardez. Le spectre ne peut pas être réduit à 0, c'est-à-dire 0 n'est pas l'unique valeur propre. Pourquoi? Car d'après Cayley Hamilton, qu'est-ce que nous aurions? Nous aurions, si spectre de C de A est égal à 0, la matrice A, il va être nilpotente. Et comme il va être nilpotente, que se passe-t-il? Pour une matrice nilpotente, moi je suis une matrice A nilpotente, alors A à la puissance de ma taille est égal à combien? Est égal à 0. Qu'est-ce qu'il dit Cayley? Si A est une matrice nilpotente,
A, la matrice A, à la puissance ma taille, il vaut combien? 0. Donc A au cube est égal à 0. La matrice nulle. Mais tu regardes ici, si A au cube est égal à 0, qu'est-ce que j'ai? D'après étoile. D'après étoile, j'aurai A au carré est égal à A. Donc A au carré égale à A, c'est-à-dire A, c'est la matrice d'un projecteur. Donc A est diagonalisable. Donc A est une matrice diagonalisable. Donc il ne faut pas m'imiter, chacun a sa réponse. Donc moi maintenant je donne la réponse comme ça, d'accord? Mais chacun il a sa réponse, d'accord? Chacun il choisit la réponse qui correspond à son caractère, qui correspond à ça. Tu n'es pas obligé de faire comme moi, d'accord? Donc A au carré égale à A, donc la matrice A est diagonalisable, d'accord? Et il possède une seule valeur propre. Qui sont les matrices diagonalisables qui possèdent une seule valeur propre? Il faut connaître les petites choses. Quelles sont les matrices diagonalisables qui possèdent une seule valeur propre? Ce sont les matrices scalaires. Tu la répètes 10 fois ce vendredi. Il faut connaître les petites choses. Matrice diagonalisable qui possède une seule valeur. Ce sont les matrices scalaires. Que veut dire scalaire? C'est-à-dire A égale lambda I3. Et lambda est réel. D'accord? Donc, et tu as le spectre qui vaut 0. Donc, combien il vaut A? A, il est nul. Ce qui est absurde. Regardez ce qui est absurde. Soit A une matrice ici qui n'est pas nulle. Je prends une matrice qui n'est pas nulle. D'accord? Donc je m'excuse ici, regardez, soit A une matrice qui n'est pas nulle, car A égale à 0, c'est rien. Il ne faut pas s'amuser. Donc A une matrice qui n'est pas nulle. Sinon, l'énoncé devient... Il ne faut pas inclure un cas qui dérange, qui est... Donc A dans l'hypothèse est non nul, et non nul, et non nul. Donc ce qui est absurde. Donc, ce que j'ai montré? J'ai montré que le spectre de C de A, celui-là, il est différent de 0. D'accord. Mais le spectre de C de A, il est inclus où? Regardez, il est inclus ici. Regardez, le spectre de C de A, il est inclus où? Il est inclus ici. Il est différent de 0. Les ensembles. Les ensembles chez... Devinez que vaut le spectre de C de A. Devinette que vaut celui-là. Il est différent de 0. Premier cas, si moins J l'appartient. Comme la matrice est un coefficient réel, que se passe-t-il? Moins J bar, elle va être également valeur propre. Même chose, si moins J bar est une valeur propre, comme la matrice est un coefficient réel, le conjugué va appartenir. Donc en résumé, nécessairement, le spectre c'est 0 moins J bar. D'accord? Si lambda est une valeur propre, comme le polynôme caractéristique d'un polynôme coefficient réel, car A est une matrice réelle, que se passe-t-il? La conjuguée est également une valeur propre. Donc nécessairement, tu auras en résumé 3 valeurs propres. Tu auras ça et ça valeur propre. Donc c'est de A. Et le polynôme caractéristique son degré, c'est combien? C'est 3. Donc combien il vaut qui A de X? C'est X plus J, X plus J bar. Quand tu fais le compte, ça fait X au carré moins X plus 1. Et c'est terminé. Ça, c'est le polynôme caractéristique. Alors maintenant, on regarde la question qui est ici. Alors on pose A, la matrice de F dans B3. Ça, c'est l'endomorphisme canonique. Justifier la relation. Voilà. Et ça, c'est le but de l'exercice. Voilà, regardez. Justifier cette relation. Alors là, il faut appliquer le théorème de décomposition des noyaux. Il faut appliquer, regardez l'énoncé, il faut appliquer le théorème de décomposition des noyaux. Donc, qu'est-ce que je vais choisir pour P1, qu'est-ce que je vais choisir pour P2, etc. Il faut que je vérifie que les conditions d'application du théorème des noyaux sont vérifiées. Regardez, c'est une cuisine. Alors, qu'est-ce que tu vas choisir pour P1 de X, pour P2 de X, pour que la décomposition ait eu lieu? Donc, d'après la question, regardez, d'après la question, c'est de 1,
P1 de F, c'est F. Regardez, je recopie la question, je ne réfléchis pas. P2 de F, c'est ça. C'est F au carré moins F plus l'identité de R au cube. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais choisir pour P1 de X? Donc, P1 de X, c'est X. Et P2 de X, c'est X au carré moins X plus 1. Voilà. Et ça, ils sont premiers, c'est évident. P2 de 0 est différent de 0, d'accord? P2 de 0, c'est différent de 0. Donc, P1 de X et P2 de X sont premiers entre eux. Donc, j'applique le théorème de décomposition des noyaux pour M égale à 2. Regardez, M égale à 2, la cuisine. Alors maintenant, il faut que je vérifie que P1 fois P2 est un polynôme annulateur de l'endomorphisme F. Qu'est-ce que je fais? Je calcule P1 fois P2 de F. Voilà. Que veut dire morphisme de cas algèbre? Ça fait P1 de F rend P2 de F. P1 de F, c'est F. F au carré, P2 de F. Voilà, c'est ça, F au carré moins F, plus l'identité de R au cube. Voilà. Et ça vaut combien? Ça vaut F au cube moins F au carré plus F. Maintenant, pour pouvoir appliquer le théorème de décomposition des noyaux, il faut que ça soit égal à 0. Et je mets point d'interrogation, soit l'endomorphisme nul. D'accord? Voilà. Alors, est-ce que ça est égal à 0? Il suffit que je regarde l'hypothèse d'exercice. Alors, où est l'exercice? L'exercice, le départ, voilà, là-bas. Voilà, c'est en haut. C'est-à-dire 2 mètres. Attention, voilà. A au cube moins A au carré plus A égale à l'endomorphisme, est égal à la matrice nulle. Regardez. Alors, or, par hypothèse, regardez pourquoi il faut retenir l'hypothèse d'exercice. Si tu ne retiens pas l'hypothèse d'exercice, tu vas l'oublier. Tu vas arriver là, si tu as ça égale à 0, oui ou non, et tu vas perdre. Il faut retenir. Donc, il ne faut pas avoir honte, il faut retenir l'hypothèse. A au cube moins A au carré plus A, c'est la matrice nulle. Mais quand tu poses A est égal à la matrice de F dans la base canonique, et tu remplaces ici, d'accord? Que vaut A au cube? A au cube, c'est la matrice de F au cube. A au carré, c'est la matrice de F au carré, etc. Tu obtiens la matrice, etc. de B égale à 0. Ce qui équivaut à quoi? Ce qui équivaut à F au cube moins F au carré plus F et l'endomorphisme nul. Voilà. Donc la condition est vérifiée. Donc je peux appliquer le théorème de décomposition des noyaux. Donc d'après le théorème de décomposition des noyaux, d'après le théorème de décomposition des noyaux, qu'est-ce que j'ai? Voilà, j'ai le référentiel qui est R au cube est égal à quart de P1 de F, et je regarde mon quart de P1 de F, c'est ça, c'est quart de F, plus la somme directe de quart de F au carré moins F plus l'identité de R au cube. Voilà. Très doucement. Je retiens l'hypothèse d'exercice, j'écris et je retire la solution de l'exercice. Voilà. Il n'y a pas ingéniosité remarquée. Je prends l'exercice et je recopie la solution. Et je justifie la solution. Voilà. Donc c'est égal à ça. Alors maintenant, 2, c'est quoi? Ça c'est 2, 1. Et ça c'est 2, erreur. Application. Donc pour terminer en beauté, comme on dit. Alors pour terminer en beauté, qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer comme application. On va montrer que la matrice A, ça, est semblable à cette matrice.
Regarde comment on procède. J'écris la question. Voilà. Maintenant, question. Où vous êtes? Est-ce que vous êtes en agrégation? Est-ce que vous êtes en S3? Est-ce que vous êtes... Je suis en S3. En S3, regardez, d'accord? Quelle est la remarque dans la première question? Dans la première question, nous avions trouvé que ça, c'est égal à ça. Dans la première question, nous avions trouvé que le polynôme caractéristique est égal à ça. Question, est-ce que la matrice A est diagonalisable sur R? La matrice A n'est pas diagonalisable sur R parce que le polynôme caractéristique n'est pas scindé sur R. Donc en S3, lorsque le polynôme caractéristique n'est pas scindé sur R, d'accord, on utilise le théorème de décomposition des noyaux, d'accord, en S3, d'accord. Donc en S3, quand on utilise le théorème de décomposition des noyaux, surtout quand le polynôme caractéristique n'est pas scindé sur R, d'accord. Et Jordan, ça marche pas. Jordan ne peut pas utiliser R parce que c'est pas scindé sur R. Donc, conformément au programme, Jordan, ça ne marche pas parce que c'est pas scindé sur R. Donc, la seule possibilité, c'est le théorème de décomposition des noyaux. Et après, avec le temps, vous allez voir Frobenius, etc. Mais maintenant, on va résoudre ça avec le bagage de la première année. Alors maintenant, en première année, comment on montre que deux matrices sont semblables? S2. En S2, comment on montre que deux matrices sont semblables? Il faut la retenir. Voilà. Il n'y a ni Maintenant, oui, il y a diagonalisation. S'il était scindé sur R, diagonalisation, c'est terminé en une seconde. Mais il n'est pas diagonalisable. Jordan, ça ne marche pas, d'accord? Car ce n'est pas scindé sur R, d'accord? Donc, on revient en première année, et posez-vous la question, comment en première année, on montre que deux matrices sont semblables? Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est une petite cuisine. On initialise toujours par la base canonique. Écoutez, remarquez, on initialise. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire initialiser? C'est-à-dire que tu ne réfléchis pas. Tu initialises toujours avec la base canonique. C'est la méthode générale, en première année. Et qu'est-ce que tu dis? Je cherche une base B, regardez, U1, U2, U3, je la cherche, qui vérifie la matrice de F dans B est égale à combien? Est égale à la matrice proposée. Donc, et je dessine la matrice proposée. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, moins 1, 1. Et j'explique à moi-même que veut dire la matrice de F dans B est égale à ça. C'est-à-dire, quand je mets en colonne ici F de U1, F de U2, F de U3, et ces vecteurs-là, d'accord, je les lis où? Où je les lis? Je les lis dans la base B, ici U1, U2, U3. J'explique à moi-même ce que signifie la matrice de F dans B, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 1. Il ne faut pas avoir honte, d'accord. Si tu as honte, tu fais ça dans le brouillon. Tu fais ça dans le brouillon. Il ne faut pas avoir honte. Tu crées la matrice de F, c'est F de U1, je les mets en colonne. Voilà ce que je cherche. Et tu mets point d'interrogation. Donc, il s'agit d'une devinette. Mais il ne faut pas oublier de lire la question. Qu'est-ce qu'il dit la question? 2.2. La question 2.2, il dit application. Que veut dire application? Application signifie, en utilisant la question précédente, et tu as intérêt à utiliser la question précédente pour ne pas se casser les dents, d'accord? Montrer que ça est semblable à ça. Donc, je vais utiliser la question 2.1. Alors, qu'est-ce qu'il dit la question 2.1? La question de est-ce que je l'ai effacée? Je l'ai effacée. Non, 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 non. La voilà. Regardez-la. Bravo, j'ai trouvé la question de 2. Qu'est-ce que j'ai montré? J'ai montré ça. Je vais l'appeler étoile. Qu'est-ce que j'ai montré en 2? En 2.1. En 2.1, j'ai montré que le référentiel R au cube, c'est égal à ker de F plus la somme directe de ker de F au carré moins F plus l'identité de R au cube. Ça, c'est d'après étoile. Je l'ai montré. D'accord. Application. Et en S2,
En S2, on t'a appris, qu'est-ce qu'on t'a appris en S2? En S2. En S2, on t'a dit que à quoi ça sert la somme directe de deux sous-espaces? À quoi ça sert la notion de somme directe? À quoi ça sert la notion de sous-espace supplémentaire en S2? Je l'ai dit plusieurs fois, le S3 est égal à le S2 plus epsilon. S3 est égal à S2 plus epsilon. Donc, en S2, pourquoi il t'a appris ça? Pour passer le temps? Non. Quand on ne connaît pas de base, qu'est-ce qu'on fait? On décompose. F et G sont des espaces supplémentaires. Et qu'est-ce qu'on fait? On détermine une base de celui-là. Regardez la notation, B indice N. Déjà, la notation, elle te rappelle. C'est pas la peine de faire B', B seconde, etc. B indice N. Ici, B indice G. À quoi ça sert la notion de somme directe? Quand on ne connaît pas de base, qu'est-ce qu'on fait? On trouve une base de celui-là, et on trouve une base de celui-là, et par concaténation, qu'est-ce que tu fais par concaténation? Nous obtenons, c'est ça l'intérêt de la notion de somme directe, à quoi ça sert? B est une base de E. Et en français, on l'appelle quoi? On l'appelle base adaptée. Donc ça, c'est du français pour quelqu'un qui veut passer l'oral, adaptée à la décomposition. À la décomposition, E est égal à F plus G. Voilà. Donc ici, j'ai ça. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est une base de celui-là? 0 est une valeur propre simple. 0 est une valeur propre simple. Combien il vaut la dimension de quart de F? Quart de F, c'est E de 0. Quart de F, c'est E de 0 de F. Donc, quand tu as une valeur propre simple, la dimension de ce espace propre, elle vaut 1. Donc, tu peux poser quart de F est égal à R Z, où Z appartient à quart de F. Maintenant, sa dimension, c'est égal à 1. J'ai trouvé une base 16Z, d'accord, à quart de F, d'accord. Maintenant, quelle est la dimension de celui-là? La dimension de celui-là, c'est 2. Remarquez que je procède de manière scolaire. Je procède de manière scolaire. Dimension de celui-là, il vaut 2. Parce que celui-là, c'est 3. 1 plus 2, c'est 3. Et je veux déterminer une base de celui-là. La dimension, il vaut 2. Et je cherche à déterminer une base. Donc, il faut que je trouve 2 vecteurs. Donc, il faut bien que je commence avec un vecteur, bien sûr. Donc, soit x appartenant à quart de f au carré moins f plus l'identité de r au cube. Et bien sûr, tu choisis un vecteur qui n'est pas nul. Tu ne vas pas t'amuser à prendre un vecteur nul. Donc, j'ai besoin de 2 vecteurs. Il faut bien commencer. Donc, je choisis un vecteur x. Maintenant, quel est le deuxième vecteur? Quel est le deuxième candidat? Alors, pour deviner quel est le deuxième candidat, d'accord, écrire que x elle appartient à celui-là. Que veut dire x elle appartient à celui-là? Cela signifie que f au carré de x moins f de x plus x est le vecteur nul. D'accord? Cela signifie que f de x est égal à combien? C'est égal à moins x plus f de x. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. J'ai écrit tout simplement que x, il appartient à celui-là. Donc, il vérifie ça. Donc, il vérifie ça. D'accord? Donc, maintenant, je reviens à mes trucs. D'accord? Je cherche U1 et U2, U3 qui vérifie ça. D'accord? Je cherche U1, U2 qui vérifie ça. Que veut dire qu'il vérifie ça? Donc, je vais écrire que veut dire qu'il vérifie ça. Voilà ce que veut dire. Il vérifie ça, c'est-à-dire f de U1 est égal à 0. F de U1 est égal à 0. Quel est le choix évident? U1 est égal à Z.
f de U1 est égal à 0. Donc le choix de U1, c'est Z. Je veux que f de U2 est égal à quoi? À U3. Donc, je veux que f de U3 est égal à... Je regarde ici. F de U3, c'est moins U2, plus U3. Regardez. Je regarde ici. F de U3, c'est moins U2 plus U3. Voilà. C'est de la cuisine, d'accord? C'est de la cuisine. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Regardez. Qu'est-ce que je vais choisir? Donc, il suffit d'ouvrir les yeux. Tu fais comme ça tes yeux, tu les ouvres bien. Ici, on a écrit que x appartient à ça, ça signifie ça. Donc, qu'est-ce que je vais choisir pour U3? Pour U2. Donc, pour U2, je vais choisir x, d'accord? Et pour U3, je vais choisir f de x. Donc, cette relation-là, qui traduit que x appartient à quart de ça, il vous oblige, il vous donne, qu'est-ce que c'est U2 et U3. Donc f de U2 c'est U3, pardon. F de U2 c'est U3. Et f de U3 c'est moins U2 plus U3. Je regarde ici. F de U2 c'est quoi? C'est U3. Et f de U3, c'est quoi? C'est moins U2 plus U3. Petite cuisine. D'accord. Donc voilà, la cuisine est terminée. Et qu'est-ce que je vais choisir? U2, U3. Tu regardes ici. Tu regardes ta définition. Donc elle est légitime de choisir U2 est égal à X et U3 est égal à f de X. Est-ce qu'il est raisonnable? Pourquoi c'est raisonnable? Parce que X, il appartient à quart de ça. X, il appartient à un quart de ça, f de x, il doit appartenir. Car ça est un sous-espace vectoriel stable. Donc, il est naturel de choisir f de x. Car si x appartient à f de x appartient à f. Donc, ça, c'est un sous-espace stable. Si tu choisis x, il est naturel de choisir f de x. Comme ça, au moins, tu es sûr qu'il appartient. Sinon, tu n'as pas d'autre choix. Et en plus, le choix, il est dicté par la définition ça. Tu regardes la matrice comme ça, tu ouvres tes yeux, tu dis, je veux que f de U2 est égal à quoi? Est égal à U3. Et je veux que f de U3 est égal à moins U2 plus U3. Et sachant que j'ai ça, qu'est-ce que je dois choisir? Devinez. Donc j'ai choisi ça. Qu'est-ce que c'est la seule vérification qui reste? Il faut vérifier que x, f de x, ces deux vecteurs ne sont pas proportionnels. Car il ne faut pas oublier, on cherche une base de ça. Donc ça et ça ne doivent pas être proportionnels. D'accord? Et il est évident que ça, ce n'est pas proportionnel. Pourquoi ce n'est pas proportionnel? Que veut dire proportionnel? C'est-à-dire qu'il existe lambda appartenant à R, tel que f de x est égal à lambda x. Donc lambda est une valeur propre réelle. Donc lambda, il vaut combien? Et sachant que l'endomorphisme f, il possède une unique valeur propre 0, nécessairement lambda, il vaut 0. D'accord? Donc lambda, il vaut 0, donc x appartient à quart de f. Ce qui est absurde, car la somme est directe. Il ne faut pas oublier que la somme est directe. D'accord? J'ai fait un petit raisonnement comme ça. Chaque étudiant il fera le petit raisonnement. D'accord? Il y a l'étudiant qui va dire, de façon générale, quart de PF, c'est déterminant strictement négatif, et ils sont toujours libres. Ils ne sont pas toujours proportionnels. D'accord? Chacun va trouver la réponse la plus rapide. Moi, j'ai donné cette réponse comme ça. J'ai donné la réponse de dernière minute. Donc, x appartient à quart de f, ce qui est absurde. Car il ne faut pas oublier, x appartient à ici, et x, il est non nul. Et x appartient à quart de f, d'accord? Et la somme, il est direct. La somme est directe, donc l'intersection est égale à 0. Donc c'est absurde. Donc x et f de x, ça c'est libre. Autrement dit, x n'est pas un vecteur propre. Conclusion, c'est terminé. Qu'est-ce que j'ai? La famille B
est égal à U1 Z, U2 X, U3 F de X est une base de R au cube. Et la matrice de F dans B, il vaut combien? Il vaut exactement 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, moins 1, 1. C'est ce que on a fait le choix de sorte qu'on a ça. Donc, la matrice de F dans B est égale à ça. Et la matrice de F dans la base canonique, il vaut A. Donc, d'après la formule de changement de base, la matrice A est semblable à celle-ci. Voilà. Je vous remercie.